J'ai toujours eu le sentiment que ceux que l'on voulait faire taire avaient souvent des choses intéressantes à dire. Et comme j'ai moi-même vécu depuis 30 ans dans ce bannissement, au fur et à mesure que j'avais à décrire des réalités qui ne voulaient pas être entendues, je suis devenu très sensible, en effet, à cette incapacité que nous avons aujourd'hui en France à débattre, sinon à être injurié, traité de tous les noms, et singulièrement Didier Raoult en a eu pour lui-même. Je passe sur les noms d'oiseaux, et simplement, il me semble que là aussi, il a révélé l'état d'esprit d'une société qui, malgré tout, par l'injure, veut imposer un discours officiel qui n'est pas le discours des réalités. Et j'ai même été surpris d'entendre sur votre plateau hier, Elliot Deval, dans l'émission de Mathieu Bock-Côté, notre ami Mathieu Bock-Côté, Alain Finkielkraut lui-même reprochait à Didier Raoult, dans le fond, d'être une sorte de complotiste, d'antivax complotiste qu'il assimilait à l'extrême droite, en reproduisant précisément les phénomènes d'exclusion que lui-même dénonçait quand il s'agissait de brandir la menace de l'antiracisme, afin que l'antiracisme clôt les débats sur tout ce qui nous concerne, sur l'immigration et sur le sentiment de dépossession culturelle. Et donc j'ai été très surpris et un peu navré d'entendre effectivement Alain Finkielkraut reprendre dans ce procédé manichéen de dire que ceux qui s'opposaient à la politique sanitaire étaient des antivax complotistes proches de l'extrême droite. Donc je suis irrité de cette manière dont Didier Raoult est traité, d'autant que la presse, qui encore cette semaine l'accable de portraits, naturellement, toujours pire encore, n'a jamais elle-même porté la moindre contradiction, le moindre regard critique à ses propres dérives, puisque c'est cette même presse qui s'en prend à Didier Raoult, qui, durant toutes ces dernières années, a cautionné le confinement, a cautionné l'efficacité des vaccins, et n'a pas voulu rendre compte, dans le fond, de cette évidence qui est qu'aujourd'hui, il y a eu une sorte de fake news, en tout cas, une fake news gouvernementale, à dire que le slogan « tous vaccinés, tous protégés » n'était que partiellement vrai, puisque l'on sait maintenant que ces vaccins ne protègent que les cas les plus graves et qu'ils ne protègent pas, en tout cas, à 99%, comme il était annoncé. Donc je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté également de la part des médias, mais ça, en effet, je reconnais que c'est tout à fait subjectif à vouloir accabler à chaque fois unilatéralement. C'est idiot, c'est des qualificatifs d'imbéciles. Si vous voulez, c'est vraiment la conjuration des imbéciles, quoi. Les imbéciles sortent un mot-clé. Alors, c'est les antivax. Je ne sais pas trop ce que c'est, les antivax. Si vous dites, écoutez, j'ai le droit de réfléchir, l'idée que ce vaccin va éradiquer une maladie qui est une zoonose, un virus qui mute à toute vitesse, et pour protéger des gens qui n'ont pas de risque, si vous dites, écoutez, vous ne voulez pas réfléchir 5 minutes, on vaccine ceux qui ont un risque. Si ça, c'est être anti-vax, c'est la redéfinition de l'intelligence, là, dont on parle. Je crois au modèle. Voilà. Je crois au modèle. Je pense qu'on a besoin de modèles, et dans tous les domaines. Moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les modèles. Et vous avez vu, j'ai dédicacé mon livre à Mohamed Ali, Cassius Clay, qui, pour moi, le modèle de la résistance, le type qui est champion du monde, qui refuse d'aller faire la guerre au Vietnam parce qu'il n'a rien contre les Vietnamiens. On le déchoit sans titre, il n'a plus le droit de se battre pendant 5 ans, il perd tout, et il revient, et il regagne. Ça, voilà, ça pour moi, c'est un modèle. C'est le modèle de ma jeunesse. Quelle résistance, quelle force. Et donc, on a besoin de modèles. On a besoin de modèles dans le sport. Mais dans le sport, je préférais Cassius Clay que d'avoir des gosses de 18 ans milliardaires dans des Ferrari. Je pense que c'est indécent. Les modèles, c'est pas ça. Pour moi, les modèles, c'est les gens qui vont jusqu'au bout de leur courage, qui vont jusqu'au bout. Excuse de dire ça. Djokovic, voilà, modèle. Ah, du courage. Courage. On l'empêche de jouer. Il revient, il gagne et il fait plus que n'importe qui. Ça, c'est le courage. Le courage, il peut être là. Et le courage peut être dans l'écriture. Le courage, il peut être dans la peinture. Le courage, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'au bout de ce que l'on croit être indispensable, c'est du courage et ça donne des modèles. Et puis, c'est la seule chose qui soit intéressante. De toute manière, moi, j'ai dit ça quelquefois. Les gens ont repris ça. Vous savez, si c'est pour suivre le troupeau, vous n'avez pas besoin de cerveau. Vous avez besoin de 4 pattes et vous suivez le troupeau. Hein. Donc, si vous voulez faire quelque chose de votre vie, vous êtes bien obligé d'avoir un choix individuel. Le 31 mai dernier, l'IHU a été perquisitionné, l'IHU de Marseille, d'une enquête qui a été ouverte en juillet dernier. L'IHU, c'est votre bébé. Oui. Comment vous l'avez vécu, cette perquisition ? Vous n'y étiez pas, mais le fait que votre lieu ait été perquisitionné. Assez banalement, c'est des gens qui faisaient leur métier sur des sujets, d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit après, ce qui n'avait strictement rien à voir avec le traitement sur l'hydroxychloroquine. Il y avait
Parmi les sujets, il y avait 3 sujets qui étaient: est-ce que nous avions suivi le règlement pour prélever de la salive chez des gens pour faire de la recherche? Est-ce que, alors ça c'était les pédiatres qui nous avaient envoyé des urines pour savoir si on regardait du cytomégalovirus. J'ai trouvé que la disproportion entre cette mobilisation et la nature des questions est une des choses. Vous comprenez pourquoi après je ne veux pas tellement atteindre par tout ça. Je trouve qu'on est arrivé à un niveau qui est cocasse. C'est cocasse, pour moi c'est cocasse. On dit, c'est terrible. Alors, chez le professeur Raoult, d'ailleurs dans aucune des 7 études dont l'investigation a été faite, je n'étais l'investigateur. Donc c'est très intéressant de voir ça. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est criminel? Vous n'avez pas suivi la procédure? Je crois qu'on a suivi la procédure et que le temps le dira parce qu'on a sorti tous les papiers. Vous n'avez pas suivi la procédure pour prendre des salives pour faire 3 études. Non, mais vous vous rendez compte du point où on est arrivé? Enfin, vous vous rendez compte? Ouais. Donc il y a un vrai problème là, un vrai problème de fond qui explique d'ailleurs la violence de la réactivité. Il y a un vrai problème. Il y a des problèmes de morale. Moi, je finis par être irrité par le fait qu'on revienne à l'éthique plutôt qu'à la morale. Il y a un problème de morale, un vrai problème de morale. Normalement, et c'est prévu ça dans les déclarations d'Helsinki, vous ne pouvez pas demander à un malade de rentrer dans un essai thérapeutique, un vrai, parce qu'on fait nous, c'est soigné, un essai thérapeutique sur lequel vous allez gagner de l'argent, soit en nature, soit de manière indirecte, sans le dire à votre malade. Théoriquement, c'est quelque chose qui est immoral. Vous avez un rapport avec votre malade. Si vous gagnez de l'argent, s'il rentre dans un essai thérapeutique, vous devez lui dire. D'accord? Et que si vous parlez ici sur un plateau, et que ce que vous dites a quelque chose à voir avec l'argent que vous avez touché, ce que personne dans nos télévisions ne fait, personne ne déclare ce qu'est la loi, les conflits d'intérêts. Si vous permettez, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs comprennent exactement de quoi l'on parle. Là, vous défendez à nouveau l'efficacité de l'hydroxychloroquine et l'on vous reproche d'avoir mené une étude qui était une étude qui n'était pas... qui ne correspondait pas au label officiel. C'est bien cela. Non, je répondais à la question de votre collègue. Sur la perquisition. Oui, la perquisition, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment... Non, mais c'était sur la forme, le fait qu'on perquisitionne l'IHU. Mais la polémique aujourd'hui vient de cette étude sur l'hydroxychloroquine. Non, mais c'est une autre question. Oui. La perquisition n'avait rien à voir avec... C'était sur une enquête de l'été dernier. Excusez-moi. Sur la forme, c'est-à-dire le fait que l'IHU... Là, c'était les crachats, c'est autre chose. D'accord. Bon, pardon. Les crachats et les pipis. C'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Cette question qui a suscité toute cette hystérie et qui a mobilisé toutes les attentions, de savoir si oui ou non l'hydroxychloroquine peut être efficace, si elle est bien dosée, etc., dans un protocole de soins. Voilà, mais ça c'est la vraie question. Et c'est la question d'ailleurs que vous avez remarqué que personne ne pose. Vous avez remarqué que personne ne pose la question de savoir, alors finalement ça marche ou ça marche pas. Voilà, alors finalement ça marche ou ça marche pas. Donc, mais je termine la question pour que les téléspectateurs comprennent. Est-ce que vous avez donc fait une étude sur 30 000 cas qui a jugé qu'elle n'était pas valide parce que pour des raisons de procédure. Et vous avez retiré cette étude pour l'instant. Donc, ce qu'on a fait, où nous en sommes. Ce qu'on a fait, on a soigné les malades. On n'a pas cessé de soigner les malades. Parmi les soins que nous avons donnés, il y a des gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine, il y en a qui ont reçu de l'ivermectine, il y en a qui ont reçu de l'azithromycine, il y en a qui ont reçu des corticoïdes, il y en a qui ont reçu d'autres antibiotiques, d'accord? Ce qui est, et si vous regardez, au lieu de vous focaliser sur 2 études dont je vous dirai tout le mal que je pense, vous regardez ce qui a été fait dans le monde, il y a eu 2600 études qui ont été faites sur les traitements des Covid, des traitements comparatifs des Covid, les études précoces et les études tardives. Sur ces 2600 études, il y en a plus de 400 qui ont utilisé l'hydroxychloroquine. Et les résultats sont d'ailleurs à peu près comparables aux nôtres. Si vous donnez ça précocement, vous épargnez 70% de morts. Si vous donnez ça quand ils sont hospitalisés, vous épargnez entre 30 et 40% de morts. C'est ce que nous, on a publié. C'est même encore plus satisfaisant que ça, puisque chez les gens hospitalisés qui prenaient hydroxychloroquine, azithromycine, la mortalité était de 7%. Ce qui est la plus basse mortalité de toutes les études qui ont été publiées au monde, aujourd'hui. Et pour le savoir, il suffit de regarder, il y a un site qui s'appelle earlyc19.com pour regarder, et tout ça est décrit dans les détails. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette étude, personne ne parle du résultat. D'accord? D'ailleurs, la dame du Figaro qui m'a interviewé, elle m'a dit surtout, je ne parle pas des résultats. Donc, pourquoi cette étude a suscité encore plus d'excitation que les autres? C'est que jusqu'à présent, il restait une ressource, c'est de dire non, ils mentent. Non, ils cachent. Moi, j'ai un collègue que je connais depuis 30 ans qui a dit sur un de ses plateaux, écoutez, non, on sait qu'il y a des morts qu'ils n'ont pas déclarés. D'accord?
Là, c'est impossible. Ce qu'on a fait, on a pris 3 sources externes et les morts, on les a comptés par l'INSEE. Tous les gens qui avaient été traités à l'IHU, on a regardé ceux qui étaient morts dans les 6 semaines suivantes. D'accord. D'accord. Donc il n'y a pas de mort. Alors qu'est-ce qu'on avec reproche à cette étude alors? Non, mais ce que vous croyez que vous pouvez dire face à face à quelqu'un, vous savez que vous êtes trompé depuis 2 ans, que vous avez interdit les médicaments qui marchaient. C'est uniquement ça. Et quand on vous dit non mais attendez, on n'avait pas le droit. Moi on m'a déjà fait le coup. Je suis déjà passé devant le Conseil de l'ordre pour dire vous n'avez pas le droit de passer hydroxychloroquine. En décembre 2021, le Conseil de l'ordre a répondu non, M. Raoult avait parfaitement le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, il n'a pas fait de faute, il n'a pas mis ses malades en danger. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Donc, mais simplement, c'est pas parce qu'un ministre qui ne sait pas ce qu'est l'hydroxychloroquine a une opinion dessus que ça change, moi, mon opinion, alors que j'utilise l'hydroxychloroquine pour les maladies infectieuses depuis 30 ans quand même. Il y a un pharmacocinéticien là, qui dit à ces posologies, ça marche pas. Mais vous savez, j'ai fait 10 000 dosages, moi, d'hydroxychloroquine dans ma vie. Donc je sais très bien comment ça marche. Hein. Mais est-ce que la violence des réactions à votre égard ne vient pas de cette grave accusation que vous portez de suggérer, de dire que des morts auraient pu être évitées? Donc il y a eu des morts qui ont été causées par ceux qui ont interdit de prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que je dis... Et vous évaluez ces morts à combien? Je ne sais pas, j'aime pas faire de spéculation parce que, y compris parmi tous les autres morts, les gens qui sont morts ou qui ne sont pas morts, je ne sais pas par quoi, je sais exactement par quoi ils ont été traités chez nous. La manière dont ils ont été traités ailleurs, je n'en sais rien. Mais encore une fois, les données que je vous donne, c'est des données que vous pouvez regarder sur Early. Vous savez, j'ai indiqué plusieurs sites depuis le début de cette histoire. Maintenant, tout le monde connaît Euromomo, Eurofordoc, c'est moi qui vous ai appris ça quand même. Hein. Donc là, je vous en apprends un autre. C'est Early C19, vous n'avez qu'à regarder. Dedans, il y a 2600 études analysées. Ouais. Et donc, quand je vous dis, vous évitez 70% des morts si vous traitez tôt, vous faites un calcul de ce que c'est. Oui. Mais pourquoi avez-vous retiré cette étude qui avait été mise en ligne? Non, mais après, précisément, c'est que cette polémique... Vous vous rendez compte que quand même, il y a un ministre qui s'est permis de dire devant le Sénat il y aura des sanctions contre tous les signataires de cette publication. Dedans, il y a des jeunes. Moi, personnellement, ce que dit le ministre, j'attendrai ce que dira la justice s'il y a quelque chose à dire. C'est pas sûr que le ministre ait moins d'ennuis que moi dans les années à venir, vous savez. Mais pour les plus jeunes qui sont face à cette situation... C'est pour les protéger, donc. C'est pour les protéger. Vous savez, c'est le règne par la peur, actuellement. On essaie de terrifier les gens par la peur. Ouais. Donc, si vous restez sur cette... Et donc, moi, je ne veux pas que dedans, ceux qui avaient le plus peur se retirent. Et, bon, il y a quoi, ceux qui soutenaient ce travail auraient dit c'est des traîtres. Et donc, on a dit, écoutez, on prend une décision collective qui est de dire, on enlève ce papier-là, et puis, si un autre papier doit y être, et il y en aura un, moi, j'y serai parce que j'ai peur de rien. Mais je ne veux pas entraîner des gens à être menacés, à avoir des sanctions, parce qu'il y a des gens qui manient des outils dont je ne pensais pas que je les verrais un jour. Véronique Jacquet. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la question des conflits d'intérêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce que vous avez un jour suggéré, à savoir des conflits d'intérêts chez certains de vos adversaires? Écoutez, c'est pas. Après, là aussi, c'est facile à voir. Hein. Il y a un site qui s'appelle là Eurofordox. Vous pouvez regarder. On a regardé très facilement dans les sociétés savantes qui ont signé cette espèce de pamphlet contre moi, ont reçu 37 millions d'euros de l'industrie pharmaceutique ces dernières années. Donc, c'est pas un peu d'argent. Hein. C'est énormément d'argent. Donc on est dans une situation dans laquelle les gens font comme si c'était du complotisme de dire que les industriels qui vendent, qui commercialisent, peuvent faire de la corruption. Pas dire qu'ils le font tout le temps, mais ils peuvent le faire. Et l'industrie pharmaceutique, comme l'industrie automobile, comme le pétrole. Vous appelez ça de la corruption? C'est de la corruption. Mais tout le monde appelle ça de la corruption. Il n'y a que dans ce pays qu'on ne sait même pas que ça existe. Ouais. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous faire offrir un café par un industriel. Vous n'avez pas le droit, je sais pas, il y a une dizaine d'États, dont le Massachusetts, où vous ne pouvez pas accepter de boire un café qui vous est offert. Moi, ça fait depuis 1999 que je n'ai pas accepté de prendre un repas payé par l'industrie pharmaceutique ou un café ou une bière ou un cadeau. Parce que ça change la nature des rapports et ça n'est pas comme ça qu'on fait. La loi française impose, elle n'est pas appliquée. Et vous ne l'appliquez pas.
de demander aux gens, quand ils parlent d'un sujet, pour savoir s'ils n'ont pas un conflit d'intérêts. Si vous le faisiez, vous n'avez qu'à regarder le nom de tous les gens, puis vous le regardez, c'est pas difficile, vous regardez le nom, vous regardez combien ils ont reçu dans les 7 dernières années, vous allez être effaré. Et ça, c'est un problème de morale, c'est-à-dire que les déclarations de conflit d'intérêts, c'est un problème de morale qui est effectivement parfaitement clair dans la déclaration d'Helsinki, qui devrait être notre point commun dans l'éthique. Notre point commun dans l'éthique, c'est pas de savoir si vous avez demandé 4 fois d'utiliser de la salive ou du pipi, c'est de savoir, attendez, je suis en train de gagner de l'argent sur votre dos sans vous le dire. Ça, c'est un problème moral. Une autre... Donc les cobayes, moi, je sais où ils sont. Et puis je vais finir sur l'éthique pour vous dire quelque chose. Il y a eu un vrai problème de décès illégal. Un vrai problème. C'est le problème de la vaccination généralisée. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire quelque chose qui est encore en phase 3, ce qui était le cas du vaccin, on est obligé de vous demander votre consentement éclairé. C'est-à-dire, on est obligé de vous dire, écoutez, voilà, ce vaccin est en phase 3, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous le fasse ? D'accord ? Mais le consentement éclairé, si vous regardez, pareil, la déclaration d'Helsinki, ça veut dire qu'on vous menace, on vous demande pas un consentement éclairé avec un revolver sur la tempe. On vous dit le consentement éclairé. Le revolver étant le pass vaccinal. Le pass vaccinal, l'emploi, fou dehors si vous le faites pas. Donc, le consentement éclairé dans tous les papiers. C'est pour ça que je peux vous dire, il y a des centaines de papiers qui passent par la commission de protection des personnes. On dit et on explique bien précisément, si vous refusez, vous n'aurez aucune conséquence négative. Sauf pour ça. Ouais. Et on ne dit pas, on n'exige pas dans les comités de protection des personnes que les gens mettent dans l'information aux patients que le médecin qui l'inclut dans son protocole va gagner de l'argent. Ouais. D'accord ? Ça, c'est des problèmes moraux. C'est pas de la fantaisie. Quant à nous, ce que l'on a fait, on a traité les gens comme on pensait qu'on devait le traiter pour le mieux. On avait publié d'ailleurs la moitié de cette étude l'année dernière sur la moitié des gens, il y en a 13 000 sur les 30 000 qui ont déjà été publiés. On n'a jamais fait que continuer ce qui marchait. Et imaginez que vous veniez, les gens qui venaient chez nous, ils venaient pour être soignés. Hein. Imaginez que je vous dise, écoutez, voilà, on a publié, nous, que ça diminuait la mortalité de 50%, mais je ne peux pas vous le donner, donc je vais vous donner quelque chose dont je ne sais pas si ça marche. D'ailleurs, vous êtes un peu fou. Écoutez, la vaccination, d'abord, tout ça est venu du fait qu'au lieu d'avoir des gens qui réfléchissent, on avait des informaticiens donc, qui faisaient les statistiques. Tout ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire que nous, on savait déjà que le virus faisait des allers-retours avec les animaux. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les animaux ? Donc, si vous dites, voilà, mettez un vaccin, la baguette magique, j'ai expliqué plusieurs fois, il n'y a pas de baguette magique. Vous ne pouvez pas avoir une baguette magique en vaccinant les hommes qui va empêcher que les virus qui sont passés chez les animaux reviennent chez l'homme. Nous, on sait que la plus grosse, celle qui a le plus tué d'épidémie, elle vient de l'élevage de visons d'Eure-et-Loir. Alors, il n'était pas vacciné. Après, maintenant, on sait qu'il y a les chats, on sait qu'il y a les chiens, on sait qu'il y a maintenant, avec le Omicron, on sait qu'il y a les muridés, peut-être les surmulots. Vous aurez peut-être ça, un nouveau variant qui viendrait sur surmulot parisien. Mais globalement, donc, quand vous parlez d'une zoonose, c'est une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux, vous ne pouvez pas penser qu'en vaccinant que les hommes, vous allez arrêter l'épidémie. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu disparaître l'épidémie. Et c'est pas très bien. Vous n'avez pas vu disparaître l'épidémie. D'ailleurs, Pfizer l'a dit lui-même, c'est pas du complotisme, il a dit nous n'avons jamais testé la contagiosité. Ils n'ont pas testé la contagiosité. Donc la vaccination générale, ça n'avait d'intérêt que si on pouvait éviter la contagiosité. Sinon, il fallait cibler, comme on aurait dû le faire depuis le début, il y aurait beaucoup moins de morts, la population qui risque de mourir. Or, la population qui meurt, c'est les gens, la moitié des gens qui sont morts avaient plus de 85 ans. Nous, l'âge de la mort moyen chez nous, c'est 80 ans. C'est pas, et donc, on sait qu'il n'y a pas de mort avant 50 ans ou avant 45 ans. Il y en a 1 sur 10 000 infectés. Ouais. Donc, pour pouvoir éviter une mort chez les moins de 45 ans qui n'ont pas de pathologie par ailleurs, je sais pas, il faut faire 1 million de vaccins. Donc, il y a eu une erreur à faire vacciner la population entière. On est bien d'accord, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Ouais, et singulièrement les enfants, c'était également inutile. Et est-ce que vous avez mesuré les effets secondaires dont on nous dit, dont certains médecins nous disent qu'ils n'existent pas, que c'est également une sorte d'invention de ceux qui voudraient non, que les vaccins... Si vous voulez, là aussi, c'est un discours pour Shadok, ça. Hein. De dire quoi ? De dire qu'il n'y a pas de vaccin qui n'ait pas d'effet secondaire. Tous les vaccins, c'est toujours... Tous les actes thérapeutiques, tous les actes de prévention sont toujours une balance entre les bénéfices et les risques. Donc si vous n'avez aucun bénéfice, il n'y a pas de risque tolérable, même s'ils sont rares. C'est ça le problème. Et bien sûr, moi j'ai vu des choses
j'ai pas. On a été le premier centre à vacciner, contrairement à ce que j'en raconte à Marseille, on était le premier centre à vacciner, à l'IHU. Hein. Et donc, il se trouve qu'on a eu une personne qui a été vaccinée et qui a fait, comme c'est très bien décrit, il n'y a que les ignorants qui ne savent pas ça, les vaccins avec AstraZeneca donnés, mais maintenant ça a été décrit à Pfizer aussi, donnent des thromboses d'une veine du cerveau, qui se traduit par une thrombose de la veine de la centrale de la rétine, qui fait que les gens perdent un œil. Et la jeune fille n'a toujours pas récupéré la vision. C'est quelque chose qui a été écrit. Moi, j'étais le premier à le dire en France. On ne peut pas dire que c'est pas vrai. Les Anglais ont retiré la vaccination par AstraZeneca chez tous les gens qui avaient moins de 50 ans. Moi, j'ai dit, attention, c'est les femmes de moins de 50 ans qui font ça, j'étais le premier à le dire. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Les myocardites, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est les Israéliens qui l'ont décrit. Maintenant, jusqu'au moment où on a eu les examens à l'impact des gens qui étaient morts de ça, il y a des gens qui disaient que soit c'était pas vrai, soit c'était pas grave. Donc, ça veut pas dire que ce soit fréquent, mais ça veut dire que comme il n'y a pas de bénéfice quand on a moins de 45 ans à être vacciné, et que les gens qui sont, c'est pour ça qu'il n'a pas eu tort Djokovic, les gens qui font des myocardites, c'est les gens qui ont entre 15 et 25 ans, le risque et le bénéfice ne sont pas de même nature. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui n'ont pas été très étudiés. Tout ça, et encore une fois, je m'excuse de répéter, tout ça montre la totale ignorance de la plupart des gens qui parlent de ça. Si vous voulez savoir si un vaccin marche, moi j'ai fait les cours toute ma vie sur les vaccins. Un vaccin qui marche, d'abord, c'est des vaccins qui marchent sur des maladies qu'on fait qu'une fois. Si vous faites une maladie qui fait la rougeole, la rubéole, la varicelle, encore une fois, qui est pas remboursée ni même recommandée en France, les oreillons, tout ça, c'est des maladies que vous ne faites qu'une fois. C'est des maladies de l'enfance, on fait ça qu'une fois. Là, de trouver un vaccin qui marche, c'est très facile, puisque on a une immunité, ça marche moins bien que l'immunité naturelle. Parfois, il faut faire 2, 3 vaccins, mais ça marche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La maladie disparaît. Et donc, vous voyez, toutes ces vaccinations, vous avez vu, la diphtérie, la polio, ça a disparu à 99%. Tout ça, vous avez une cassure et ça disparaît. Sur la grippe, on connaît bien la grippe, on fait des vaccinations sur la grippe depuis très longtemps. Vous voyez pas la grippe disparaître, il y a toujours autant de grippe. D'accord? Donc, vous pouvez pas dire tous les vaccins ont le même effet. Il y en a qui éradiquent les maladies, mais quand vous êtes dans une maladie dans laquelle il y a des virus qui se remarient entre eux pour faire de nouveaux virus ou qui mutent, pour avoir quelque chose qui soit définitif sur quelque chose comme ça, vous n'y arrivez pas. Et c'est pas la grippe, ça ressemble beaucoup au coronavirus, une zoonose. Il y a des morceaux qui se recombinent, les virus changent, et les maladies pulmonaires comme ça sont assez peu immunisantes. En réalité. Vous avez bien, on peut même faire 2 grippes dans l'année. Donc là, nous, on savait très tôt que les coronavirus, vous pouviez faire 2 infections par le coronavirus à 6 mois d'intervalle. Donc, ça veut dire que vous n'arriverez pas à avoir un vaccin qui aura une efficacité qui sera supérieure à celle de l'infection naturelle. Donc ça, c'est juste de la connaissance basique. Pour le confinement, c'est très beau. Il faut vous lire ça en Angleterre parce que quand même, on vit dans un monde de surréalistes. Quand je parle conjuration des imbéciles, Johnson qui discute avec son ministre de la Santé, même genre que Véran d'ailleurs, et qui lui dit, écoute, le confinement, on ne sait pas, mais maintenant que la première ministre d'Écosse l'a fait, je suis obligé de faire comme elle parce que sinon elle va être vexée. Donc la décision et ensuite les dominos de tout le monde fait du confinement, c'est parti du Donc fait le que confinement Johnson était inutile. C'est inutile, on le sait.